Bonsoir à tous, merci d'être à nouveau au rendez-vous pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous allons parler de diabète, oui. Alors vous allez vous dire, mais jeudi dernier, on a déjà parlé de diabète. On a parlé du diabète de type 2. Ce jeudi, nous allons pointer du doigt le diabète gestationnel et pour en parler, des professionnels de santé. Le diabète gestationnel, on en parle ce soir avec le docteur Ingrid Sirederf. Bonsoir docteur. Bonsoir Brigitte et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes praticien hospitalier en endocrinologie, diabétologie au CHU de la Guadeloupe. Et juste à côté de vous, on a le docteur Velayoudon Friseline, qu'on ne présente pratiquement plus puisque le docteur Velayoudon était avec nous la fois dernière. Et ce soir, on a le docteur Velayoudon, maître de conférence à l'Université des Antilles en endocrinologie diabétologie. Vous êtes aussi, je le rappelle, chef du service endocrinologie diabétologie au CHU de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir Brigitte et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Et puis on a beaucoup de plaisir à recevoir pour la première fois dans cette émission Santé 10, Madame Joubert-Larissa, vous êtes sage-femme, on précise en libéral. Bonsoir. Bonsoir Brigitte et bonsoir à tous. Docteur Ingrid Sirederf, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On parle ce soir de diabète gestationnel. Qu'est-ce que c'est ? Alors Brigitte, le diabète gestationnel est un trouble de la régulation du sucre qui va apparaître pendant la grossesse. Donc c'est un trouble qui est transitoire, il apparaît pendant la grossesse et il disparaît à l'accouchement. Donc pourquoi apparaît ce trouble ? Pendant la grossesse, on va avoir un certain nombre de modifications au niveau hormonal qui auront pour but que la grossesse se passe bien. Et donc, certaines de ces modifications hormonales vont avoir un impact sur la façon dont on régule, dont les femmes qui sont enceintes régulent le sucre. Et donc ça, chez toutes les femmes, qui est un diabète gestationnel ou pas. Et le diabète gestationnel résulte d'une anomalie de la régulation du sucre qui est liée à ces troubles hormonaux dans la grossesse. Comment, alors j'ai lu un petit peu et j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de symptômes. On parle surtout de dépister un diabète. Comment le dépister ? Exactement. Donc, on va aller dépister ces troubles de la régulation du sucre pendant la grossesse et en particulier chez les femmes qui vont avoir ce qu'on appelle des facteurs de risque de diabète gestationnel. Donc, avec deux méthodes en fonction du terme de la grossesse. On va tout à l'heure regarder une vidéo parce qu'on a eu un très beau témoignage d'une de vos patientes, Dr Sirederf, et Séverine. Et tout à l'heure, je vais vous proposer qu'on puisse regarder ensemble et puis nous allons réagir par rapport à ce qu'elle va nous dire dans ce témoignage. Madame Joubert-Larissa, est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs en quoi consiste le travail d'une sage-femme ? Eh bien, le travail d'une sage-femme, il est assez vaste. Déjà, pour pouvoir obtenir ce diplôme d'État, on passe par un concours qui est commun aux études médicales et après 4 ans à l'école de sage-femme qui permet d'avoir un master en maïeutique. Et en fait, les missions de la sage-femme consistent à, comme on le sait, suivre la grossesse. À la maternité, elle réalise le suivi du travail, mais aussi les accouchements. Elle réalise aussi le suivi des nouveau-nés. Mais finalement, ça, c'est la partie que tout le monde connaît. Mais les missions sont un petit peu plus vastes puisqu'on fait aussi de la gynécologie. Donc, on s'occupe des femmes pour tout ce qui est du suivi contraceptif ou encore pour la réalisation de leur frottis. Et au-delà de ce suivi gynéco, on est autour de la périnatalité, donc on s'occupe de la préparation à la naissance. Après l'accouchement, on s'occupe aussi du suivi à la maison des femmes. On passe les voir pour répondre à leurs questions. On s'occupe également de la rééducation du nouveau-né. Et en fonction des formations complémentaires qu'on peut faire, on peut faire des missions de prévention au niveau de l'addictologie comme le tabac ou encore l'alcool, des choses comme ça. Et récemment, on peut également pratiquer les interruptions volontaires de grossesse. Alors, il n'y a pas vraiment
différence entre la sage-femme en libéral et la sage-femme en milieu hospitalier. C'est le même travail, sauf que vous vous déplacez, c'est ça? Voilà, en fait, en tant que sage-femme, on a toutes les mêmes missions. C'est en fonction de notre lieu d'exercice, on va être un peu plus spécifique. À l'hôpital, on exerce dans différents services. Il y a la salle d'accouchement, il y a aussi le service de suivi de grossesse pathologique, il y a aussi le suivi de suite de couches. Et il y a des sages-femmes à l'hôpital qui pratiquent également les consultations de suivi de grossesse, mais aussi pour la procréation maternelle assistée. Et après, en libéral, nous, on intervient dans tous ces domaines, c'est vrai, mais on travaille en cabinet et effectivement aussi au domicile des femmes. En ce qui concerne la prise en charge de la patiente, donc enceinte, et qui, de surcroît, souffre de diabète gestationnel, quel est le rôle de la sage-femme? Eh bien, par rapport à nos missions de suivi de grossesse, donc déjà, on va intervenir premièrement dans la prévention. Si on voit qu'on reçoit une patiente qui peut présenter des risques, par exemple, elle a un surpoids ou une obésité, ou qu'elle peut présenter des troubles de la glycémie alors qu'elle avait une contraception hormonale, si elle a aussi des décolorations au niveau de la nuque ou encore sous les aisselles qui sont des problèmes de peau qui peuvent faire penser à un surdosage d'insuline, on va déjà faire des bilans sanguins pour savoir si elle a plus de risques ou pas d'avoir un diabète de grossesse afin de lui donner des conseils adaptés pour pouvoir le prévenir, qu'il n'apparaisse pas. Ensuite, durant le suivi de la grossesse, on va réaliser, comme disaient nos docteurs tout à l'heure, les tests sanguins et en fonction des résultats, s'ils ne sont pas bons, du coup, elles prendront le relais et on va travailler en collaboration. Comment, docteur Velayoudon ou docteur Siréderve, comment on va dépister le diabète gestationnel? Donc, comme l'a dit Madame Joubert, on va, dans les premiers temps, donc que ce soit avant même la grossesse, chez des patientes qui ont ce qu'on appelle des facteurs de risque, ou au premier trimestre, réaliser ce qu'on appelle une glycémie à jeun. Donc, en fait, on va aller au laboratoire et doser le taux de sucre dans le sang. Donc, quels sont les facteurs de risque? Donc, on va réaliser cet examen chez les patientes qui ont des facteurs de risque de diabète gestationnel, donc un âge qui ont 35 ans et plus, qui ont une IMC supérieure à 25, donc on parle de surpoids ou d'obésité, qui dans leur famille proche, donc leurs parents, papa, maman, leurs frères et sœurs, ou encore leurs enfants, ont des antécédents de diabète de type 2. Chez les patientes qui ont déjà eu un diabète gestationnel, qui ont eu un antécédent, qui ont donné naissance à un bébé de plus de 4 kg, c'est ce qu'on appelle une macrosomie. Et chez des patientes qui ont aussi ce qu'on appelle une pathologie un peu particulière qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc au premier trimestre ou en préparation, donc comme le disait Madame Joubert, on va réaliser une glycémie à jeun. Et entre la 24e et la 28e semaine, on va réaliser ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée orale. Alors, le mot a l'air un petit peu barbare comme ça. Globalement, pour vous expliquer, on va réaliser 3 prises de sang. Donc, avant et après l'ingestion de sucre. Donc, 75 grammes de sucre. Donc, c'est pas très agréable. Je vous ai apporté pour que vous ayez un peu, vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc, je sais pas si on voit. Mais juste voir, ouais. Je sens déjà que... Alors, donc, on a des petites techniques. Donc, on peut mettre des petits glaçons, du citron pour que ça passe mieux. Et donc, on va faire la glycémie avant l'injection avant l'ingestion du sucre, 1 heure après et 2 heures après. Et il suffit qu'il y ait une valeur pathologique au-dessus de certains seuils qui sont internationalement reconnus pour diagnostiquer le diabète gestationnel. On a bien compris, chers téléspectateurs, que seules les femmes enceintes sont concernées par le diabète gestationnel. On va, juste avant, j'allais passer à la vidéo du témoin, mais juste avant, docteur Siréderve, qui demande ce dépistage?
Alors, le dépistage peut être demandé, donc généralement quand on est au deuxième trimestre, 24 ou 28e semaine, il peut être demandé par la sage-femme ou le gynécologue obstétricien. Quand on arrive plus tôt dans la grossesse ou en préparation d'une grossesse, vous pouvez voir votre médecin généraliste et il peut aussi très bien vous prescrire l'examen, la glycémie à jeun qui est réalisée. Je vous propose de regarder ensemble un témoignage de Madame Mathias Séverine, qui est l'une de vos patientes, une jeune maman de 3 enfants. Et pour ces 2 derniers, eh bien, elle a eu le diabète gestationnel. Bonsoir, je me présente, Madame Mathias Séverine, maman de 3 enfants. J'ai eu le diabète gestationnel pour mes 2 dernières. Alors, pour une grossesse à l'âge de 30 ans, qui a été découvert, on dira, vers 5 mois. Et pour la petite qui a été découverte en tout début de grossesse. Pour mes 2 diabètes gestationnels, j'ai été traitée par pompe à insuline. Cela s'est très bien passé. Et j'ai suivi toutes les recommandations, le suivi était très bien fait. Alors pour la première, j'ai été suivie au CHU de Pointe-à-Pitre et pour la deuxième, toujours au CHU, mais le pôle qui se trouve à la clinique Pointe-d'Or. Un très bon suivi régulier toutes les semaines avec un suivi de mes glycémies quotidien. Pendant ma grossesse, j'avais aussi un suivi par ma sage-femme qui venait régulièrement me faire des monitorings. À partir du moment que le diagnostic avait été posé, je n'ai pas été particulièrement inquiète parce que j'étais bien suivie. J'avais les bonnes recommandations, je faisais de mon mieux pour pouvoir suivre les conseils du docteur. Je faisais toujours de mon mieux. C'est vrai que des fois ça augmentait. Il y a, je crois, vers peut-être 7-8 mois, j'ai eu des taux qui sont bien montés. Mais j'ai été recadrée, je me suis remise un peu plus sérieusement et ça a été crotte. Au niveau de mes accouchements, alors pour ma première, on m'avait déjà quand même diagnostiqué un gros bébé. 4 kg 200, mais ça s'est bien passé, j'ai accouché sans complications. Et dès que j'avais accouché, on m'avait enlevé ma pompe. Et mon taux de sucre s'est réglé naturellement. Je suis redevenue comme toute personne avec un taux de sucre normal dans le sang. Par contre, pour ma deuxième fille, l'accouchement a été un petit peu plus compliqué parce qu'elle avait été estimée à 5 kilos, mais bon, elle n'a pas atteint les 5 kilos, mais elle était quand même un gros bébé de 4 kg 400. Et par sécurité, ma gynéco a préféré me faire un déclenchement par césarienne. Donc, c'était des bébés assez costaudes. Mais à part ça, tout va bien. Elle aussi, après l'accouchement, on a pu m'enlever la pompe. Et mon taux de sucre, il est redevenu normal. Aujourd'hui, ma dernière, elle a 4 mois. Et je suis encore suivie par le docteur Siroderf. Donc, je suis venue 1 mois après mon accouchement afin qu'elle vérifie mes taux de glycémie, mon état de santé. Et j'ai été convoquée 3 mois, on va dire 2 mois et demi après, afin de passer une journée en hôpital de jour afin de savoir si tout se passe bien. Et j'essaye au mieux de suivre une alimentation correcte afin de pouvoir continuer à rester sans des taux de sucre trop élevés dans le sang. Maintenant ça va, mes taux sont réguliers, je n'ai pas de problème de diabète, mais il faut quand même être à cheval parce que je sais que je suis une personne à risque et étant passée par le diabète pendant ma grossesse, je dois faire encore attention à mon alimentation et l'alimentation des enfants aussi.
Merci à Madame Mathias Séverine, l'une de vos patientes, docteur Siriderf. Est-ce qu'on pourrait réagir par rapport à ce qu'elle vient de dire? Elle a parlé de pompe, elle a parlé de suivi après, elle a parlé d'hôpital de jour, une journée. Elle a dit beaucoup de choses. Il faudrait peut-être qu'on réagisse. Elle a parlé de la sage-femme qui la suivait et qui venait régulièrement pour contrôler. On va en parler. Qui voudrait réagir la première? Alors, elle a évoqué quelque chose d'important. Donc, elle a parlé de gros bébés, donc de macrosomie. Ces filles sont nées à plus de 4 kilos. Donc, pourquoi on va dépister ce diabète gestationnel et pourquoi on le prend en charge? Parce que, effectivement, avoir un taux de sucre trop élevé dans le sang pendant la grossesse peut avoir des répercussions pour la maman, pour sa grossesse et pour le bébé. Donc effectivement, le bébé peut naître trop gros, à plus de 4 kilos, et avec ça, des accouchements qui peuvent être un peu plus compliqués. Donc par rapport, il peut aussi avoir ce qu'on appelle des hypoglycémies néonatales, c'est-à-dire que à la naissance, le bébé peut avoir un taux de sucre trop bas. Et donc, on peut avoir des répercussions neurologiques qui peuvent être quand même importantes à prendre en charge. Ensuite, quand on a un diabète gestationnel, on a plus de risques de césarienne, de déclenchement, de prééclampsie. Donc, la prééclampsie, c'est un déséquilibre de la tension pendant la grossesse. Donc, tout ça, ce sont des complications dont on peut diminuer le risque en prenant en charge le diabète gestationnel. Madame Joubert, elle disait, Séverine, qu'elle avait la sage-femme qui venait régulièrement. Effectivement, le plus souvent, quand le diabète gestationnel est diagnostiqué, surtout si les femmes présentent d'autres facteurs de risque, comme disait le docteur Siriderf tout à l'heure, elles ont une surveillance à la maison dont la fréquence peut varier. Des fois, on passe 1 fois par semaine, 2 fois ou 3 fois, en fonction de la prescription qui aura été faite pour elles. Ces visites nous permettent de faire plusieurs choses. Donc, ça nous permet de continuer à la motiver pour qu'elle soit assidue dans ses autocontrôles de ses glycémies avant et 2 heures après chaque repas. Et puis, cela nous permet aussi d'évaluer aussi le bien-être du bébé et savoir si elle a ou non des contractions. Vérifier aussi l'évolution de ses bilans sanguins et lui prescrire des prélèvements vaginaux. Des examens aussi urinaires, parce que les microbes, ils aiment beaucoup le sucre, et du coup, ces femmes, elles ont plus de risques d'avoir des infections vaginales ou urinaires qui peuvent être un peu préjudiciables pour l'évolution de la grossesse. Donc, on reste vraiment à leur côté pour les soutenir, elles, et aussi veiller au bien-être du bébé. Docteur Velayoudon, pourquoi autant les chiffres sont quand même costauds? Qu'est-ce qui expliquerait ces chiffres de diabète gestationnel ici chez nous en Guadeloupe? Alors c'est vrai qu'on a une fréquence du diabète gestationnel qui est quand même dans les seuils des pays les plus élevés. On est à peu près entre 15 et 18% des femmes enceintes ont un diabète gestationnel. La moyenne nationale, c'est plutôt 10-12. Et donc, c'est vrai que nous, dans une étude qu'on a pu faire dans le service, on a des chiffres qui sont en moyenne de 15%. Ce qui est très important dans ce qu'elle a dit, Madame Mathias, je ne sais pas si on a entendu à la fin, mais elle a aussi parlé de la surveillance des enfants. Oui. Alors ça, c'est très important. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on aime bien les gros bébés, les bébés bien en forme et tout. Pour nous, plus de 4 kilos, donc la macrosomie, c'est quand même, il faut quand même expliquer pourquoi. Parce que ce ne sont pas des bébés qui sont costauds et gros parce qu'ils vont bien. Quand le taux de sucre est élevé chez la maman, le bébé, dans le ventre de sa maman, son pancréas fonctionne. Donc, grâce au placenta qui relie la maman au bébé, il reçoit le sucre de sa maman. Et comme il va avoir cet excès de sucre, qui est pour lui comme un poison, il va sécréter de l'insuline. Vers 2 mois et demi, 3 mois de vie, dans le ventre de la maman, le bébé va déjà sécréter de l'insuline. Et l'insuline va permettre au bébé d'essayer de tenter de réguler cet apport de sucre qu'il a 24 heures sur 24 en provenance de sa maman. Et donc, cette insuline, c'est un facteur de croissance. Et en plus, à côté, le bébé va produire des facteurs de croissance
pour sa croissance. Et c'est ce qui fait que le bébé, en fait, il a une augmentation en fait, des organes. Et on peut avoir des malformations. Et c'est ça qu'on veut vraiment faire passer comme message. Donc ce ne sont pas toujours des enfants parce qu'ils sont costauds, qui sont en bonne santé. En plus, ce sont des enfants qu'il va falloir surveiller. Donc notre collaboration, elle implique aussi le rôle du pédiatre, parce qu'on sait que ces enfants-là, vers l'âge de 3-4 ans, puis à l'adolescence et encore à l'âge adulte, ils vont faire des pathologies à la fois métaboliques, donc plus d'obésité, plus de surpoids, plus de diabète. Même s'ils naissent prématurément, ils font toutes ces complications. Et maintenant, on le sait grâce à des études récentes, ils font aussi plus de pathologies cardiovasculaires. Donc ce sont des enfants à surveiller de façon très rapprochée après. Des études de recherche, je suppose, sur le sujet? Oui, c'est-à-dire qu'on a remarqué, dans le service, on a vraiment une vraie filière de prise en charge des femmes qui ont un diabète gestationnel avec un jour qui leur est dédié. Donc la référente, c'est le docteur Cyré Derf. Et ce sont des femmes qui viennent soit de la ville, soit de la PMI, enfin d'un peu partout. Et cette filière qui est pluridisciplinaire avec nos confrères et consoeurs, gynéco-obstétriciens, sages-femmes, les médecins traitants généralistes, nous permettent de vraiment essayer d'accompagner les femmes jusqu'à un accouchement pour que tout se passe bien, puisque le diabète gestationnel, par définition, disparaît à la délivrance, mais aussi après, parce qu'une femme sur deux, dans les 5 à 10 ans après le diagnostic de diabète gestationnel, fait un vrai diabète de type 2, le diabète dont on a parlé jeudi dernier. Et dans notre travail de recherche, on essaie de savoir pourquoi en Guadeloupe, on a autant de diabète gestationnel, surtout précoce, c'est-à-dire qu'on les diagnostique vraiment lors du premier trimestre. Et on essaie de savoir quels sont les facteurs qui pourraient expliquer ça chez nous. Et donc c'est un travail qu'on est en train d'essayer de mettre en place dans le service, puisqu'en tant qu'universitaire, ça fait partie de mes missions. C'est pour cela qu'on a insisté pour votre présence ce soir, parce que la petite parenthèse, le docteur Velayoudon m'a dit, mais Brigitte, le docteur Cyré Derf pourra tout dire aux téléspectateurs concernant le diabète gestationnel. Donc, je ne suis pas obligée de revenir. Et j'ai un petit peu insisté, et puis j'ai aussi précisé que le docteur Frisline Velayoudon était aussi maître de conférence à l'Université des Antilles en endocrinologie, diabétologie. Et la dernière fois, on n'en a pas parlé. Et je pense que c'est très important d'ouvrir cette parenthèse à la fois sur les chiffres, mais aussi sur tout ce qui est recherche, puisqu'on sait qu'en plus, quand on parle de recherche, là, on touche du doigt quelque chose de sensible, puisque qui dit recherche demande beaucoup de moyens. Oui, c'est vrai, il faut des moyens humains, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plusieurs. C'est pour ça qu'on travaille dans des équipes de recherche et avec plusieurs services. Il faut des moyens financiers, parce que c'est vrai que la recherche, en fait, chez l'homme, nécessite d'avoir des soutiens financiers, puisqu'on va doser des choses qui sont inhabituelles et non remboursées par la sécurité sociale. Donc c'est pour ça que voilà, il faut des projets construits, il faut les soumettre et trouver des financements pour pouvoir essayer de comprendre dans nos populations, puisque c'est à nous de le faire, personne d'autre ne le fera pour nous, pourquoi on a autant de diabète gestationnel, comment faire pour réduire cette fréquence du diabète gestationnel et accompagner les mamans, parce qu'on voit encore beaucoup de complications quand même, et parfois même des morts fétales, et on voudrait vraiment éviter ça. Je vous propose, mesdames, de marquer une courte pause. Juste après, on va revenir avec vous, mais surtout avec le docteur Cyré Derf, sur comment faire baisser ce diabète gestationnel. Qu'est-ce qu'on propose comme traitement, entre guillemets? Madame Mathias nous a parlé de la pompe à insuline, donc je suppose que c'est l'une des méthodes, mais on va en parler juste après cette courte pause. Merci à vous de nous suivre. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, j'aimerais vous rappeler que ce soir, nous parlons du diabète gestationnel. Nous avons avec nous le docteur Ingrid Cyré Derf, praticien hospitalier en endocrinologie, diabétologie au CHU de la Guadeloupe, le docteur Frisline Velayoudon, maître de conférence à l'Université des Antilles en endocrinologie et diabétologie. Vous êtes aussi chef du service endocrinologie, diabétologie au CHU de la Guadeloupe, et Madame Larissa Joubert, sage-femme en libéral. Nous étions, juste avant la pub, nous étions en train de parler de comment faire,
quel traitement, comment faire pour diminuer ce diabète gestationnel? Le premier pilier du traitement, c'est la diététique. Mhm. Donc, ça va surtout s'axer sur deux éléments importants. Donc, on va donner des conseils aux patientes pour pouvoir garder une glycémie stable, ni trop haute ni trop basse, parce que le bébé n'aime pas trop les variations trop importantes de la glycémie. Mhm. Donc, première chose, elles vont surveiller leur glycémie en faisant ce qu'on appelle des glycémies capillaires. Donc, comme le disait Madame Joubert, 6 fois par jour, avant et 2 heures après le repas. Donc, au niveau de la diététique, on va surtout s'axer sur la répartition des sucres dans l'alimentation. Donc, les sucres lents et les sucres rapides, effectivement, pour éviter ces variations de glycémie. Mais ce qui est important, c'est que l'alimentation, ce n'est pas un régime. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop restrictive parce que on est aussi au cours d'une grossesse et les patientes et les bébés ont besoin de tout ce qu'il faut en termes de nutriments pour que la grossesse se passe bien. Donc, c'est tout un savant équilibre entre l'équilibre glycémique et les apports nutritionnels, l'apport des apports nutritionnels nécessaires à la grossesse pour éviter les risques liés au diabète gestationnel tout en préservant le pronostic de la grossesse. Donc, la diététique, premier pilier. 3 à 4 diabètes gestationnels ne sont traités qu'avec la diététique. Donc, généralement, on se donne 10 à 15 jours pour voir ce que ça donne et pour voir si les glycémies sont aux objectifs. Et si, malgré un régime diététique bien suivi, ou si la maman a quelques difficultés à suivre le régime, on peut être amené à ce moment-là à passer à un autre niveau, à introduire un traitement. Donc, le seul traitement hypoglycémiant, c'est-à-dire un traitement qui va faire diminuer les glycémies, qui soit autorisé pendant la grossesse en France, c'est l'insuline. Donc, Madame Mathias a parlé de pompe à insuline, mais on a plusieurs techniques. Et en fonction du profil des patientes, on peut être amené à adapter le mode de délivrance de l'insuline. Donc, par injection. D'accord. Ou par pompe à insuline. Donc, je vous ai ramené un petit échantillon de pompe donc pour vous montrer comment ça fonctionne. Oui. Donc, globalement, on a un petit boîtier dans lequel il y a un réservoir qui est rempli d'insuline et qui va délivrer de l'insuline en continu selon deux modes. Donc, basal ou qui est une délivrance en continu et les bolus. Donc, les patientes vont réaliser avant les repas pour éviter que la glycémie monte après les repas. D'accord. Et donc, ce petit réservoir est relié à la patiente. Donc, ici, on a un petit coussin vert qui représente la peau de la patiente par un petit cathéter qui est déclipsable. Donc, si jamais elles vont à la plage ou si jamais elles veulent prendre la douche, en sachant que la pompe ne doit pas être immergée, elles peuvent retirer facilement. Elles peuvent brancher. Donc, et débrancher facilement. La pompe. Donc, c'est un système... Est-ce qu'on peut encore montrer bien l'endroit où on branche et où on débranche? Notre réalisateur Kevin va essayer de nous faire un petit zoom sur l'endroit où on branche et où on débranche. Donc, du coup, ici, vous avez le boîtier, le petit réservoir d'insuline. L'insuline va passer dans le petit cathéter qui est juste ici. Et donc ici, on aura une partie qui est collée à la peau. La peau. C'est ça. Et donc, on va pouvoir clipser et déclipser la pompe en fonction des besoins. Très bien, très bien. Donc, c'était très important de montrer, puisque quand on entend la pompe, on se fait une image de la chose qui n'est pas forcément, qui ressemble pas forcément à cela. Effectivement. Et puis, c'est aussi un confort puisque quand on parle d'injection d'insuline, on peut aller jusqu'à 5 injections par jour. Et ça peut être très, très lourd pour les patientes qui, avant ça, n'avaient pas l'habitude de ce genre de traitement. Dernière chose, au niveau de la prise en charge, mais qui est parfois un petit peu difficile à mettre en place, c'est l'activité physique. Donc, quand il n'y a pas de contre-indication obstétricale ou à l'activité physique, on la recommande chez les patientes parce que c'est aussi un moyen de réguler les glycémies.
Alors, docteur Velayudon. Oui, je voulais juste rajouter que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce petit boîtier, il y a un programme que le médecin va mettre à l'intérieur de la pompe avec des plages horaires. C'est-à-dire que la femme qui est très active, on va faire commencer par exemple à l'heure du petit déjeuner, donc à 6 heures du matin. Donc on va mettre des plages horaires et un débit d'insuline, une vitesse d'insuline qui va diffuser. Et on va mettre des plages horaires. Donc, elle aura un certain débit dans la journée et un débit moindre le soir. Et on peut adapter ces débits, on peut adapter ces plages horaires en fonction de l'activité de la patiente. Et tout se fait automatiquement. Une fois que nous, on a rentré le débit, le programme dedans, la femme, elle n'a plus rien à faire d'autre que les bolus, c'est-à-dire appuyer sur des petits boutons pour pouvoir lancer des doses d'insuline plus élevées pour faire baisser le taux de sucre après un repas qui va augmenter. Et ce qui est très important, c'est qu'on a plusieurs modèles de pompes. Donc les pompes, il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs modèles. Et que là, c'est quand même révolutionnaire. Et je pense qu'il faudra vraiment qu'on puisse reparler de ce matériel qui a vraiment changé la vie des patients. Oui. D'ailleurs, c'est bien que vous puissiez le dire, puisque nous avons ensemble décidé que jeudi prochain, on allait vraiment mettre l'accent dessus et qu'on allait peut-être même partager avec les téléspectateurs des vidéos précises où on voit vraiment comment on utilise ces différentes pompes. Et je vois que le docteur Siriderf a pris quand même la précaution de nous ramener plein de choses et de nous montrer plein de choses, mais c'est très bien, très très bien. Alors qu'avons-nous sur la table? Alors effectivement, on a plusieurs modèles de pompes parce qu'en fonction du profil du patient, en fonction de la quantité d'insuline dont il a besoin par jour, en fonction de l'esthétisme aussi, parce que les patientes nous disent « Oh, mais votre truc là, c'est trop gros, ça va se voir surtout... » On a des petites patientes un peu coquettes, mais ça va se voir sous la robe. Ça. Donc en fonction du profil du patient, on adapte le type de pompe. Donc on a vu la pompe avec le cathéter. Donc là, pour avoir l'insuline, il faut rester connecté à la pompe. On a aussi un modèle de pompe où le réservoir est, où il n'y a pas de cathéter, donc où le réservoir est complètement, enfin, le réservoir est directement sur la peau. D'accord. Et donc le patient va réaliser les bolus, on va pouvoir modifier les basales avec ce qu'on a. Ça ressemble à un petit portable, donc qui va pouvoir commander le réservoir à distance. Une petite télécommande. C'est ça, une petite télécommande. Et on a d'autres modèles de pompes, donc celui-ci donc aussi avec cathéter, mais qui peut être couplé à ce qu'on appelle holter, c'est-à-dire c'est un petit boîtier qui lui va mesurer la glycémie en continu et qui va interagir avec la pompe. Donc, mais je pense que la semaine prochaine, on pourra... On va en parler, on va surtout montrer et on va vraiment pointer du doigt cette histoire de pompe puisque on a énormément de personnes qui ont envie qu'on aille plus loin et qu'on puisse en dire plus dessus. Alors, Madame Joubert, quand j'ai appelé le docteur Ingrid Siriderf pour l'invitation, elle a dit, alors écoutez, c'est primordial, il faut une sage-femme, parce que le rôle de la sage-femme reste primordial. Maintenant, on voit tous ces petits instruments que vous aussi, vous devez un petit peu gérer, puisque vous voyez la patiente bien plus souvent que le gynécologue ou que le diabétologue. Effectivement, en fait, c'est vraiment pleinement un travail de collaboration entre nous, l'équipe gynécologique et l'équipe aussi du service endocrino. Parce que quand on va chez la femme plusieurs fois par semaine, ça nous permet de lui donner des conseils qui sont adaptés aussi à son hygiène de vie. Puisqu'on a vu par rapport aux témoignages, il faut pouvoir tenir dans la durée. Il faut aussi leur donner des conseils qui soient adaptés à elle, puisque les glycémies, en fonction de ce qu'on mange, ne varient pas forcément pour tout le monde de la même façon. Il y a certains aliments où elles seront très sensibles, donc il faut les aider à les dépister pour qu'elles puissent limiter leur consommation ou bien faire de meilleures associations. Et puis valoriser aussi le rôle des légumes verts. Il faut pouvoir en faire la promotion à chaque passage pour qu'elles comprennent l'importance en fait de l'alimentation dans le cadre du diabète gestationnel, pour qu'elle n'ait pas cette sensation, comme disait le docteur Siriderf, de privation, mais c'est simplement manger de façon équilibrée. Et ça, c'est notre combat quotidien.
Madame Joubert, jusqu'à quel moment la sage-femme s'occupe de sa patiente pendant, oui, mais après aussi, après l'accouchement? Effectivement, après l'accouchement, on passe chez la femme puisqu'il faut qu'on continue à effectuer la surveillance parce que les risques de la grossesse continuent encore 3 semaines après l'accouchement. Donc c'est vrai qu'elle aura déjà une première surveillance à l'hôpital de ses glycémies. Ensuite, en fonction des prescriptions, elle devra continuer à les contrôler. Donc on va l'aider à respecter la prescription qui lui a été faite, vérifier que les chiffres restent dans les normes également. Lui donner, continuer à renforcer les conseils concernant l'alimentation et vérifier aussi l'évolution du poids du bébé. Parce que souvent, quand ils naissent, comme disait Dr Velayoudon, avec un poids qui est plutôt élevé, ben, ils peuvent avoir un petit peu plus de mal les premiers temps. Quelles sont les difficultés les plus rencontrées pour vous, sage-femme, face au problème du diabète gestationnel? Alors, maintenir la motivation des femmes pour qu'elles puissent continuer à effectuer leur contrôle des glycémies 6 fois par jour. Maintenir une assiette équilibrée, comme je disais tout à l'heure, faire la promotion des légumes verts, des fois c'est un peu compliqué. Les aider à comprendre qu'elles n'ont pas un sentiment de privation, on peut se faire plaisir, mais il faut équilibrer les proportions. Les aider à gérer le stress aussi, puisque des fois elles sont un petit peu dépassées, surtout au début, avec toute cette surveillance particulière qui se rajoute avec la grossesse. Ensuite, comme disait Dr Sirider, les aider à avoir une activité physique qui soit douce ou modérée, les inciter à aller marcher, faire un peu de natation, faire de la danse pour qu'elles puissent bouger, puisque ça aide aussi à maintenir l'équilibre des glycémies. Docteur Velayoudon, vous faites partie de l'association Acadésic-ESIC. La fois dernière, on a pu profiter d'une vidéo où on nous a proposé une entrée. On va avoir tout à l'heure, en fin d'émission, une vidéo d'un plat de résistance. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que cette association réunit des professionnels de santé et vous avez aussi pensé à un dépliant d'informations sur le diabète gestationnel. Oui, tout à fait. Alors l'objectif de l'association, comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est vraiment de promouvoir la bonne santé et de faire passer des messages très simples à la population parce que, comme je le répète beaucoup, on doit vraiment être acteur de sa santé et pour rester en bonne santé, il faut vraiment être acteur. Donc il faut être informé, il faut avoir les bonnes informations et ça fait partie de notre travail et de nos missions au sein de l'association. Et donc nous avons, avec le docteur Sirider, rédigé et élaboré un dépliant que je pense vous voyez certainement à l'écran. Qu'on est en train de voir. Qui rappelle un petit peu tout ce qui a été dit, donc ce que c'est que le diabète gestationnel, ce qu'on doit faire. Il ne faut pas en avoir peur. C'est quelque chose finalement qu'on peut éviter. Et ça, on n'en a pas encore trop parlé, mais c'est vrai que quand on a des facteurs de risque, comme l'a très bien dit le docteur Sirider, un surpoids, une obésité, une famille de diabétiques et qu'on veut une grossesse, il faut déjà, même avant qu'il y ait eu une fécondation, il faut déjà se prendre en main, se mettre à l'activité physique, réguler son activité, donc corriger les erreurs nutritionnelles, tout ce qui est grignotage, le gras, le trop sucré, pour pouvoir concevoir en étant dans des situations optimales pour mener une grossesse correcte et sans problème. Il y a notamment ce qu'on appelle l'environnement en fait de la femme. On en parle beaucoup. On parle des perturbateurs endocriniens. On parle aussi du microbiote. Donc ce sont des choses qu'on peut modifier avant même de tomber enceinte. Donc une femme qui sait qu'elle est à risque, si elle se prend en main et qu'elle fait le nécessaire accompagnée de son médecin traitant, tout se passera bien. Et donc faire son dépistage de façon précoce, puisqu'on voit encore trop de femmes qui viennent nous voir trop tardivement. Elles sont déjà à 34, 35, 36 semaines et c'est un petit peu trop tard. Donc, quand votre médecin, votre sage-femme, votre gynéco-obstétricien vous donne à faire un test de dépistage, s'il vous plaît, ne gardez pas l'ordonnance dans le sac. Et quand vous récupérez les résultats, s'il vous plaît, ouvrez l'enveloppe, regardez et puis allez consulter parce que les femmes, en fait, récupèrent souvent. Et quand nous, on voit les résultats, parfois ça date d'il y a 2 mois, 3 mois. Et c'est embêtant parce que les complications, le bébé est très fragile et les complications, elles peuvent arriver et parfois on ne peut plus rien faire. C'est déjà trop tard. On accompagne à l'accouchement pour que tout se passe bien.
mais il y a déjà des soucis en fait pour le bébé. On avait encore beaucoup à dire. On devait parler de la partie après l'accouchement, puisque là aussi, c'est super important ce suivi. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Ça passe très très vite. Docteur Siriderve, quelques mots quand même sur cette partie de suivi après l'accouchement. Madame Mathias en a parlé. Elle a parlé de l'hôpital de jour. Elle a parlé un mois après qu'elle est revenue vous voir. Est-ce qu'on peut quand même rapidement dire quelques mots dessus? Donc très rapidement, vous avez bien compris que le diabète gestationnel peut avoir des répercussions pendant la grossesse et après. Donc c'est un facteur de risque de développer un vrai diabète. Donc pour la suite, il faut se faire suivre, se faire dépister. Donc pour ça, vous pouvez voir votre diabétologue, votre médecin généraliste. Continuer à mettre en place toutes les règles hygiéno-diététiques, donc la diététique, l'activité physique qui ont été mises en place pour la grossesse pour prévenir tous ces troubles qui peuvent à long terme aussi avoir des répercussions. Merci à vous. Un petit mot de la fin. Madame Joubert, Larissa, si vous aviez quelque chose à dire à toutes ces femmes qui nous regardent ce soir, qu'aimeriez-vous leur dire? De continuer à prendre soin d'elles, puisque comme on l'a vu, l'alimentation, c'est le moteur, c'est ce qui permet à notre corps de bien fonctionner, de ne pas avoir peur de ce mot diabète, de ne pas se formaliser sur le fait qu'il y a un suivi, d'apprendre à aimer les légumes verts, apprendre à aimer les cuisiner pour maintenir cet équilibre glycémique, pour leur bien-être à elles et aussi pour ceux de leur bébé. Un petit mot de la fin, docteur Siriderve. N'hésitez pas à nous contacter, donc, que ce soit dans le service d'endocrinologie au CHU de Pointe-à-Pitre ou au sein de l'association Acadécique si vous voulez d'autres informations sur le diabète gestationnel et sur le diabète en général. Docteur Velayoudon, on va se quitter avec une vidéo. Vous allez nous présenter cette vidéo. Juste avant, j'aimerais vous dire que ce week-end, dans votre magazine, l'Hebdo, c'est le docteur Lionel Bélia que vous allez retrouver. Vous verrez, il y aura vraiment un très très beau et important sujet sur le cancer de la prostate, mais vraiment, je pense que ça mérite d'être vu, d'être lu. Et puis le docteur Lionel Bélia qu'on espère avoir très prochainement ici même sur le plateau de Santé 10 dans notre émission. On termine avec la vidéo, docteur Velayoudon. D'accord. Donc, juste dire aussi qu'il y a le rôle de la famille et du papa pour accompagner, parce que le diabète gestationnel, c'est pas que la maman. Donc, il faut aussi être présent et l'accompagner parce que ce n'est pas facile. Donc, les papas aussi ont leur rôle à jouer pour l'alimentation, la préparation des petits plats, etc. Alors, le plat justement de résistance qu'on propose, c'est un plat de lasagne de patates douces. La patate douce qui est pour nous un féculent avec un index glycémique qui est bas et donc qui évite d'avoir ces pics, ces augmentations brutales de sucre dans le sang. Et donc, on a souhaité montrer qu'on pouvait manger des choses originales en respectant un index glycémique correct. Et vous allez voir que tout est préparé en fait par le chef cuisinier, y compris la sauce tomate. Donc comment faire une petite sauce tomate maison et pas industrielle, parce que c'est très très sucré la sauce tomate industrielle. Donc regardez les étiquettes. Et puis vous avez le droit de manger de la viande. Donc c'est un plat complet. Donc je vous laisse regarder. Voilà, et nous, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous allez retrouver toute l'équipe de Zone Rouge juste après. Merci à Kevin, notre réalisateur ce soir. Et nous comprenons pour jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja Connect. On laisse chauffer. Une fois notre beurre chaud, on ajoute l'équivalent de 500 g de viande hachée. On laisse bien colorer. On saisit bien notre viande. Une fois nos viandes bien colorées, on ajoute nos épices, piment végétarien, des oignons hachés, de la ciboulette, du citron percé, nos carottes, coupées en petits dés. On mélange le tout.
On rajoute nos tomates pelées. Et le concentré de tomate, fait maison. N'oublie pas d'assaisonner, une pincée de poivre, une pincée de sel. On rajoute notre eau. Et on laisse mijoter. Deuxième étape, la béchamel à légère. Il suffit de 30 centilitres de lait écrémé, et l'équivalent d'une cuillère à soupe de maïzena. Et on laisse épaissir de façon à obtenir une petite crème. On n'oublie pas notre muscade. Et on assaisonne. Donc voilà, notre béchamel est terminé avec une épaisseur. Et puis voilà. Notre sauce de bœuf terminée. On termine par une gousse d'ail. Un peu d'ail et on termine par mettre les courgettes qui vont terminer à cuire dans le montage. Passons maintenant au montage. Donc dans une plaque préalablement beurrée, on commence par mettre les patates douces. Donc le but c'est vraiment de faire des étages de patates douces, de sauce, de viande hachée et de la béchamel. Après les patates douces, la sauce tomate. Avec la viande de bœuf. Puis la béchamel. Puis on répète l'opération. Le plat réalisé, on le met dans le four, préchauffé à 200 degrés. Et maintenant, c'est parti pour 35 minutes de cuisson. Nous avons choisi la patate douce dans cette recette car son index glycémique est bas.
L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à augmenter votre taux de sucre dans le sang après son absorption. Le sucre de référence est le glucose qui est à 100 et la patate douce par exemple est à 60. Une astuce pour réduire l'index glycémique, c'est d'associer à vos féculents des légumes verts comme les épinards, la salade verte, les mange-tout, les gombos. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation. Donc bien sûr, on n'hésite pas à vérifier la cuisson et aussi à appuyer de temps en temps dessus afin de bien insérer les autres patates douces qui ont été mis en dernier. Comme ça prend un peu dans la sauce. Et voilà. Merci de m'avoir suivi et d'avoir suivi cette recette. On se verra très bientôt pour une nouvelle recette.